Selon des données de l'OCDE qui ont été publiées en juin 2019, les États-Unis se hissent au premier rang du top 25 des pays d'accueil des doctorants dans le monde. Concrètement, ça veut dire qu'en 2016, 159 460 doctorants et doctorantes ont fait le choix de s'installer aux États-Unis pour effectuer leur doctorat. Et c'est précisément la situation dans laquelle se trouve Eve. Eve habite aux États-Unis et elle est rattachée à une école doctorale française. Alors, qu'est-ce que ça signifie de rédiger une thèse à plus de 6000 km de son école doctorale? C'est ce dont on va parler dans cet épisode et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle écoute. Bienvenue sur Parlons peu, parlons thèse, un podcast sur le doctorat en sciences humaines et sociales. Je suis très contente de t'accueillir sur le podcast pour ce nouvel épisode qui va aborder donc la thématique de la distance entre l'école doctorale et le lieu de résidence, puisque je suis certaine que tu n'es pas la seule à être dans ce cas-là, que ce soit tout au long du doctorat ou seulement à un moment donné du parcours. Et est-ce que pour commencer, tu voudrais bien te présenter rapidement pour qu'on fasse un petit peu plus connaissance avec toi? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Eve et je suis actuellement, doctorante en 4e année pour l'école doctorale de l'université Bordeaux-Montaigne. Je fais un doctorat dans les études anglophones avec, une spécialité en sociolinguistique. Donc, actuellement, même si je fais partie de l'école doctorale de Bordeaux-Montaigne, je vis aux États-Unis, à Asheville, en Caroline du Nord et je suis là-bas depuis, 4 ans. Donc, j'ai fait, tout mon doctorat à distance. Et donc si on reprend un petit peu, ton parcours, post-bac, une fois que tu termines, que tu obtiens, le baccalauréat, j'imagine, est-ce que c'était évident pour toi de commencer des études doctorales, et dans cette discipline qui est, les études anglophones? Après le bac, je savais que j'étais passionnée de langue, donc ça oui, mais je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire avec ça. Donc je suis allée à l'université, publique, de l'université Bordeaux-Montaigne pour, continuer mes études, en anglais. Et après quand je suis arrivée à l'université, je suis tombée totalement amoureuse de juste le milieu universitaire. Je me sentais comme si j'étais à la maison. Moi, mes parents n'ont pas fait d'études supérieures et je connaissais très peu de gens autour de moi qui, avaient continué leurs études après, le lycée. Et quand je suis arrivée, j'ai trouvé un nouvel univers. J'étais devenue totalement fan de presque tous mes professeurs, je les admirais énormément et j'ai fait donc je me suis demandé comment ils sont arrivés là et je suis allée je me rappelle quand j'étais en licence, je suis allée à une journée qui expliquait comment devenir maître de conférence et quand ils ont expliqué, comment on devient maître de conférence, je me suis dit: non, mais moi, j'y arriverai jamais, hein. J'arriverai jamais à faire ça. Alors j'ai décidé que bon, on va voir. Pour le moment, on va finir la licence. À la fin de la licence, je suis partie 1 an à l'étranger avec le programme CIEP pour être assistante de français dans une école, un collège en Irlande. J'ai adoré mon expérience à l'étranger, ça s'est super bien passé. Et après quand je suis revenue, j'ai décidé de faire un master recherche plutôt qu'un master enseignement parce que je me suis rendu compte que pourquoi pas essayer d'aller un peu plus loin que juste le CAPES et essayer à la fin de mon master recherche de faire, l'agrégation au moins pour pouvoir enseigner plutôt dans le supérieur plutôt que dans, le secondaire. Parce que je me suis rendu compte qu'après toutes mes expériences professionnelles, parce qu'en parallèle de mes études, j'ai toujours fait un petit peu d'enseignement, que ce soit, formation, pour adultes, pour adolescents et cetera, en anglais. Et puis j'ai fait donc cette année au collège,
J'ai fait pas mal, voilà, d'emplois, job étudiant, on va dire, dans l'enseignement, mais ce que je préférais, c'était un public plus âgé. Donc j'ai fait, le master recherche avec le mémoire et à la fin du master, recherche, donc j'ai fait, l'agrégation. Moi, je n'étais vraiment pas sûre de réussir l'agrégation. Je savais que c'était quelque chose de très prestigieux. C'est quand même ça fait peur. Moi, ça m'avait fait très, très peur. Donc je ne m'attendais pas à l'avoir du 1er coup, honnêtement et c'est ce qui s'est passé. Donc la 1re année, j'ai eu que, mes écrits, mais pas mes oraux. Et donc la deuxième année, c'est reparti, mais en redouble d'efforts et puis, j'ai quand même mes connaissances de la première année parce que généralement, ils gardent la moitié du programme de l'année d'avant et après ils changent la deuxième moitié, donc j'ai quand même cet avantage-là et en plus de ça, je fais le CAPES aussi. Je m'inscris au CAPES quand même au cas où, pour avoir une assurance et donc cette année-là, j'ai eu les 2. J'ai eu le CAPES et l'agrégation, mais c'est l'agrégation qui l'emporte donc j'ai cette agrégation, pour moi, c'est, la plus grosse réussite de ma vie, je me sens comme la reine du monde, je sais même pas comment j'ai réussi à obtenir ça, c'est un miracle. Enfin, c'est un miracle où j'ai beaucoup travaillé quand même. Mais, voilà et après donc à la fin de l'agrégation, hem, je dois faire le stage. Une année de stage qui, pour moi, s'est fait dans un collège. Ce n'était pas attendu du tout parce que normalement, quand on fait une agrégation, on nous dit: vous allez faire un stage dans un lycée, en plus ce sera en ville, dans la ville où vous habitez, vous ne serez pas envoyés très loin et en fait, moi, j'étais, dans un collège très difficile à 1 heure de Bordeaux et ça ne s'est pas bien passé cette année-là, mais il y a eu d'autres choses qui se sont bien passées dans le sens où, en parallèle de ça, moi, ça faisait longtemps que j'étais dans une relation avec quelqu'un qui est américain. Donc on préparait notre mariage et on préparait aussi notre départ aux États-Unis en parallèle de cette année de stage. Parce que lui, ça faisait des années qu'il était en France et qu'il avait envie de retourner aux États-Unis et que moi, depuis mon expérience à l'étranger, je savais très bien que je voudrais repartir à l'étranger dans tous les cas. Donc c'était une année un peu, chaotique par rapport au stage, mais par contre, ce projet-là était tellement énorme et donc j'ai trouvé un emploi, dans une université en plus, américaine. Donc en fait, à la fin de mon stage, je suis partie aux États-Unis, j'avais fait mon visa, on s'était mariés et voilà. Donc moi, en fait, toujours pas de doctorat en vue à ce moment-là. Je suis venue après aux États-Unis en 2019. C'est important 2019 parce qu'en fait, on sait très bien que juste après ça, quelques mois après, c'est quoi qui se passe? C'est le covid et donc moi, j'avais mon job qui se passait très, très bien, mais après le covid, ben, d'un seul coup, on enseigne à distance, c'est un peu plus compliqué et moi, je m'ennuyais énormément. Je m'ennuyais énormément. Le fait d'être à la maison, ça ne m'a pas plu du tout et c'est à ce moment-là que j'ai pensé au doctorat. En fait, c'est l'année 2020 et je me demande s'il y a d'autres personnes qui ont commencé leur doctorat en 2020 à cause de ça, mais moi, c'était exactement ce qui s'est passé. Cette année-là, je m'ennuyais tellement et j'étais tellement souvent à la maison que je me suis rendu compte que ça me manquait, d'étudier, qu'en fait, je me rendais compte de plus en plus que de toute façon, je sais que je veux pour toujours être dans des universités, c'est ce que j'aime et en fait, enseigner, j'adore, étudier, j'adore. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça, en fait? Un doctorat, ça me permet de faire exactement ce que je veux et voilà. Donc je me suis lancée dans le doctorat, mais vraiment très tard. Ça a pas été, de suite, je savais que j'allais faire le doctorat et voilà. Et là maintenant, je fais ce que je veux, j'adore ça, j'adore les enseigner et étudier en même temps. J'ai mon emploi à temps plein à l'université et en parallèle donc je fais mon doctorat et ma thèse. Mmh. Et alors avant qu'on rentre un peu plus dans le volet recherche, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment ça se passe l'enseignement dans une université, aux États-Unis? Est-ce que tu vois des différences avec la France? Est-ce que l'approche, pédagogique est différente? Donc moi, j'ai trouvé un emploi, d'abord à temps partiel, en tant qu'adjunct. Ça, c'est un statut qui te permet d'enseigner, mais à temps partiel, on va dire. Donc en fait, tu as les cours qui sont plutôt pour des étudiants, qui veulent commencer à apprendre le français quand ils arrivent à l'université et donc tu as que quelques cours par semaine et après j'ai trouvé un emploi à temps plein dans une autre université américaine où j'enseigne,
en tant qu'instructor, donc c'est juste au-dessus de adjunct. En fait, j'ai un emploi du temps de à peu près 15 heures par semaine, donc c'est à peu près ce que je crois, ce qui est le cas en France aussi, quand on a un temps plein, voilà. Et j'enseigne à des étudiants donc de niveau débutant et niveau intermédiaire en français et leur but, c'est voilà d'améliorer leur connaissance de la langue et de la culture française. Ce que j'ai découvert comme différence, ben, l'université américaine, déjà, on sait très bien que c'est pas le même prix que l'université française, donc ils ont beaucoup plus de moyens. Si Parce qu'ils ont beaucoup de plus de moyens, bon, les universités sont magnifiques, il y a beaucoup, d'activités, pour les étudiants, d'événements pour les étudiants. Le sport a une place beaucoup plus importante et moi je trouve ça, super intéressant, voilà, de vivre ça, de vivre dans ce système-là et de découvrir comment ça marche. Donc n'importe quelle opportunité d'événement, j'y vais parce que je me dis: «C'est une chance de pouvoir y assister». Ce que j'aime énormément et que j'aimerais appliquer en France si je reviens, c'est, la façon de, récompenser les étudiants. La récompense plutôt que la punition. Moi, je trouve que dans le système français, parfois, on est beaucoup trop dans la punition, dire ce qui ne va pas, plutôt que dire ce qui va bien. Mais aux États-Unis, on dit plutôt ce qui va, plutôt que ce qui ne va pas. Donc en fait, ça veut dire que quand on note les étudiants, c'est vraiment il faut montrer ce qu'ils ont réussi en particulier. Si on leur dit ce qu'ils n'ont pas réussi, il faut quand même dire ce qu'ils ont réussi. Ça veut dire aussi que, ben, il y a la cérémonie de remise de diplôme, automatique à chaque semestre, on a quelque chose qui se passe, un événement et puis à la fin, il y a la cérémonie de remise de diplôme qui se fait et puis il y a beaucoup de bourses, beaucoup de voilà, beaucoup de récompenses, pour, le travail qui est réalisé par les étudiants. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Il y a beaucoup plus de suivi. Les étudiants américains, sont beaucoup plus suivis que les étudiants français. Moi, je sais qu'en tout cas, si j'abandonnais, il y allait avoir personne pour me rattraper, à l'université française. Mais aux États-Unis, ils ont chacun un advisor, un conseiller, on va dire, qui les suit tout au long de leur parcours. Donc c'est souvent un professeur qui leur est assigné et donc en fait, voilà, au milieu de semestre, ils les voient et ils disent: «Bon, j'en suis là, il me manque tant de notes à avoir pour, avoir mon diplôme, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Nanana, nanana». Donc quand même, c'est quand même très, très suivi et puis donc oui, ils sont beaucoup plus assistés et cetera, conseillés, accompagnés que les étudiants français. Le désavantage de ça, on va dire, c'est qu'ils sont quand même très, très assistés. Donc ça veut dire que, parfois, ils ont beaucoup d'attentes. C'est presque, attendu qu'on les accompagne de A à Z. C'est attendu qu'ils doivent réussir. Donc en fait, si ils ont une mauvaise note, de suite, c'est un gros drame. Ils vont demander, négocier, on va dire: «Comment je peux avoir une meilleure note?» et cetera et hem et voilà, ils peuvent se plaindre très facilement. C'est comme, en fait, si on était un peu des fois, on a cette impression d'être un service, un peu, plutôt que donc c'est un peu aussi les aléas d'enseigner dans une université américaine. Mais par contre, pour l'étudiant, je trouve que c'est super. Il a une super, à mon avis, enfin, c'est une super expérience. Mais par contre, il paye. Donc ça veut dire aussi plus de pression, d'avoir les sous qu'il faut, d'avoir un travail à côté, de pouvoir, réussir. C'est énormément de pression pour eux aussi. Et tu vois peut-être meilleure reconnaissance du statut d'enseignant dans la société, aux États-Unis par rapport à la France ou pas? Justement du fait de cette relation où on accorde beaucoup plus, d'importance au rôle que joue l'enseignant dans la vie de ses élèves? Alors, personnellement, je trouve que quand même, professeur ici, c'est pas vu comme, enfin, c'est toujours quand même ici vu comme, le métier de ceux qui ont beaucoup de vacances. En plus de ça, moi, j'ai déjà entendu des Américains qui m'ont dit, «Les professeurs, c'est ceux hem, qui ne savent pas faire, donc ils enseignent». Donc il y a quand même pas une meilleure réputation, on va dire. Par contre, les avantages, c'est que quand même on peut être beaucoup mieux gagner sa vie aux États-Unis en tant que professeur qu'en France. Et puis,
Mais oui, sinon, à part ça, je trouve quand même que la réputation est à peu près la même. Heu et en plus de ça, alors moi j'aime bien, mais je sais que ça peut être très controversé, mais on se fait évaluer par nos élèves. Chaque semestre, les élèves, les étudiants anonymement, heu, doivent évaluer chacun de leurs professeurs et ils doivent dire, est-ce que, ils ont la question par exemple, de tel, niveau à tel niveau, comment évaluerez-vous, la façon dont votre, professeur, vous transmet des connaissances, les activités qu'il a choisies pour vous enseigner, enfin voilà, ils ont tout un formulaire à remplir. Alors c'est très controversé, mais moi c'est vrai que j'aime bien parce qu'en tout cas, je préfère être évaluée par mes étudiants que par l'inspection presque, parce que l'inspection en France finalement elle vient nous voir une fois tous les 2 ans, mais tout le travail qu'on fait, au long de l'année n'est pas forcément vu. Et là, les étudiants vraiment, c'est ce qui m'intéresse, savoir qu'est-ce qu'eux, ils pensent de comment ils ont appris et moi, j'aime bien. À chaque fois, je lis tout le rapport, il y a des fois même une case ouverte où ils peuvent dire ce qu'ils ont préféré et ce qu'ils aimeraient qu'on améliore et cetera et moi, je lis tout et comme ça, je me prends des notes et je me dis: «Ah bah tiens, bah, je pense que je vais changer ça pour le semestre prochain» et cetera. Donc oui, ça, c'est aussi un truc différent, sur l'approche, du professeur. Oui, c'est vrai que je sais pas si on pourrait l'imaginer, en France. Même si parfois il y a aussi, des enseignants qui à la fin du semestre essaient de faire un petit bilan qui est généralement pas anonyme. Mais, c'est vrai que bon, il y a je pense que ça dépend de la relation de confiance aussi qu'on a avec ses étudiants. Oui, mais après voilà, on s'habitue en fait. Par exemple, moi je sais que pour les étudiants qui mettent juste, «Oh, il y a trop de devoirs», bon, c'est pas forcément la chose qui va te faire, voilà, qui vraiment aide, dans comment tu vas enseigner. Mais c'est vrai que généralement ils prennent ça sérieusement, ils donnent des vrais conseils, on va dire, qui peuvent permettre d'améliorer l'enseignement, sur ce site-là. Alors maintenant, si je reviens sur, la partie plus recherche, tu nous as dit que tu avais fait le choix de faire un master recherche. Est-ce que cette première expérience, tu en as pensé quoi? Que ce soit au niveau de la découverte de ce monde-là, la relation avec, le directeur ou la directrice? Quelle a été ta 1re, ton premier contact à ce monde-là? Moi, j'ai beaucoup aimé le master recherche et je me suis même demandé pourquoi on nous faisait pas plus de ça, avant, des fois. Parce que je trouvais ça vraiment, super intéressant. C'est là où justement j'ai commencé à m'intéresser, par exemple, à la linguistique. Parce qu'en licence, on nous apprend bien sûr plutôt le côté grammaire en fait, de la linguistique, c'est surtout ça. Mais c'est à partir donc de master recherche où, on apprend des domaines un peu plus spécifiques de la linguistique. On nous demande de lire des articles, d'écouter des conférences ou des choses comme ça et c'est là, moi, en tout cas, que ça a commencé à m'intéresser parce qu'il y a un peu plus de je trouve que c'est même plus, charismatique un professeur qui enseigne sa spécialité que plutôt juste, le général. Donc c'est vrai que j'aurais presque aimé en découvrir un peu plus avant, en licence, parce que peut-être que j'aurais fait mon choix avant, par rapport à tout ça. Parce que c'est ça, en fait, qui me plaît, c'est quand on voit la spécialité de chaque professeur qui est passionné généralement de son sujet et donc qui nous fait découvrir, un milieu très spécifique. Non, moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé le master recherche et après le mémoire, qu'on doit soumettre, moi je savais pas trop ce que je faisais encore. Je savais pas trop encore ce que je faisais. Moi j'avais fait un mémoire en littérature américaine, donc pas du tout ce que j'ai choisi en thèse, puisque j'ai choisi la sociolinguistique pour ma thèse. Totalement différent. Mais ça m'a super intéressée quand même parce que voilà, j'ai découvert, quelque chose, qui me plaisait beaucoup. Moi, j'étais très intéressée par la culture de la Nouvelle-Orléans, donc j'avais choisi un auteur qui venait de la Nouvelle-Orléans et qui, voilà, donc je parlais un peu de littérature, mais aussi un peu de culture dans mon mémoire et c'était super intéressant. Mais c'est vrai que voilà, je savais pas trop encore, où j'allais, qu'est-ce que c'était que j'aimais et c'est vraiment au master recherche que j'ai commencé à découvrir des milieux un peu plus spécifiques et puis je pense que c'est à la fin du master de recherche que j'ai fait: «Ah en fait j'aime bien la linguistique, mais vraiment beaucoup» et donc après pour mon agrégation, j'ai choisi option linguistique. Donc c'est C'est une option à l'agrégation d'anglais? ouais, l'agrégation d'anglais, on peut choisir soit option littérature, civilisation ou linguistique. Ah d'accord.
En espagnol, ce n'est pas une option. Non, non, ouais, c'est bien et puis en fait, ce qu'on nous avait dit, c'est que linguistique, c'est bien de choisir cette option, enfin, pour la stratégie parce que beaucoup de personnes choisissent littérature, quelques personnes choisissent la civile, mais très peu de personnes choisissent la linguistique et donc pour les postes plus tard et cetera, ça peut être intéressant de choisir, l'option linguistique. Donc déjà, c'était aussi un côté stratégique et puis en plus de ça, moi j'aimais bien parce qu'en fait, la linguistique, c'est un peu les maths des langues parce que Hem, oui, il y a un système un peu, je sais pas comment dire, il y a des règles et cetera et ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de logique dans la linguistique. Donc, bonne expérience du master recherche, si je comprends bien. Et après, quand tu passes au doctorat, est-ce que donc, tu changes de spécialité? J'imagine que tu changes aussi de personne qui va te diriger. Oui, oui, oui et alors moi, quand j'ai choisi mon directeur de thèse, j'ai pas choisi j'ai écouté les autres épisodes et je trouvais ça super intelligent, mais je n'y avais même pas pensé qu'on pouvait juste, rechercher son domaine dans toute la France et après choisir le directeur de thèse qui est dans notre domaine. Moi, je n'ai pas du tout réfléchi comme ça, j'ai juste réfléchi à: «Qui c'est qui fait de la linguistique dans mon université?» Il y en avait pas beaucoup, non plus des professeurs de linguistique, en anglais. J'ai choisi celui que je connaissais le mieux, que je me sentais à l'aise de travailler avec et voilà et c'est comme ça que j'ai choisi mon directeur de thèse. Donc très différent, je trouvais, comme, processus, mais je trouve que ça a de gros avantages en effet aussi de choisir de l'autre manière, de plutôt choisir par rapport à son sujet. C'est super aussi, mais voilà, je n'étais pas forcément tout ce que j'ai fait en fait, je vais le répéter plusieurs fois pendant le podcast, c'est: «J'aurais aimé faire ça, mais je ne savais pas, donc j'ai fait comme ça». Oui, c'est pour ça qu'on fait de la transmission de d'expérience. Mais non, moi j'ai fait comme toi, mais je veux pas chercher plus loin que mon école doctorale, même si c'est vrai que dans notre discipline, on a quand même le choix. Mais c'est vrai que si on peut peut-être donner ce conseil, ou c'est pas forcément un conseil, mais cette option aux personnes qui veulent commencer un doctorat, finalement, on n'est pas obligé, et tu en es la preuve, de vivre sur le lieu de notre école doctorale. Même s'il y a la question des formations, même maintenant de plus en plus, on peut le faire à distance. Donc, on peut très bien aller chercher un directeur ou même un co-directeur dans une autre école doctorale plus éloignée et qui sera peut-être plus à même de nous diriger parce que ce sera la spécialité parfaite qui est liée à notre sujet. Donc, c'est une possibilité en effet à laquelle on ne pense pas toujours. Non, c'est vrai que ça m'avait beaucoup surpris, quand j'ai écouté, j'ai fait: «Ah mais oui, c'est vrai, ça aurait été bien ça». Mais bon, mon directeur, ça se passe très bien avec lui, hein, je m'entends très bien et justement, c'est pour ça que je l'avais choisi, je savais que je m'entendrais bien avec lui. Donc ça a cet avantage aussi, c'est que je Mm. tombe sur quelqu'un que je connais, donc c'est ça qui est aussi bien, donc c'est Oui, cet et ce qui est avantage. très important. Et d'ailleurs, donc tu es déjà aux États-Unis quand tu commences ton doctorat, c'est bien ça. Et donc comment est-ce qu'il réagit au fait qu'il y aura de la distance entre vous finalement pour le suivi de la thèse? Oui, alors, donc, je l'ai contacté, je pense que c'était en août, 2020 ou quelque chose comme ça, donc un petit peu avant le début de l'année universitaire quand même et donc, je lui ai demandé un rendez-vous, sur Zoom et donc on s'est rencontrés et je lui ai expliqué, je me demandais si c'était possible de faire un doctorat. Je sais que, ça fait 1 an que j'ai arrêté, les études et tout ça, mais je me demandais si c'était possible. J'avais une idée de sujet parce que, voilà, avec mon expérience aux États-Unis, j'ai découvert ça et ça et ça et j'aimerais en parler dans ma thèse, et voilà et en fait, ben, comme on se connaissait, il a dit: «Oui, pas de souci», et j'ai dit: «C'est possible de faire ça à distance?» et cetera et il m'a dit: «Oui, oui, bien sûr, c'est possible, confirmez peut-être avec l'école doctorale, mais normalement, il n'y a pas de souci parce que, en fait, le plus important, c'est de faire sa thèse et puis après il y a un portfolio donc avec des heures à remplir et cetera, mais mais on peut trouver des formations en ligne, on peut faire des conférences, on va dire, un peu partout dans le monde. C'est ça, en fait, les heures, c'est pour, il faut s'organiser pour ça.
Par contre, on avait parlé de faire, est-ce qu'il y avait l'option de faire une co-direction, une co-tutelle avec quelqu'un qui est aux États-Unis? Et j'ai entendu donc d'autres témoignages et tout ça, donc dans le podcast qui ont réussi à trouver donc c'est super quand on peut faire ça. Mais moi, j'ai pas trouvé. J'ai eu beaucoup de mal parce que les universités où je travaillais, hem, elles avaient pas une grosse, section linguistique et pas une grosse section recherche. Donc c'était difficile de trouver quelqu'un et en plus de ça, avoir les informations, honnêtement, c'est compliqué, hein. Avoir, les réponses, moi j'ai 6 heures de décalage avec la France, compliqué d'appeler. J'ai un peu abandonné au bout d'un moment, je me suis dit: «C'est trop compliqué». De ce que j'ai compris, en fait, la codirection, il aurait fallu que je m'inscrive à l'université américaine aussi et ça coûte des sous et je n'ai pas envie de dépenser, voilà, les frais d'inscription, d'université américaine. Par contre, apparemment, la co-tutelle, il y a pas besoin de faire ça et mais c'était voilà, le temps d'avoir les réponses, j'ai pas eu les informations qu'il fallait pour pouvoir faire le choix et comme les ça n'a ils n'avaient jamais entendu parler de ça à l'université où je travaillais, eux non plus, ne savaient absolument pas comment ça pouvait marcher, comment on fait un accord ou quoi que ce soit et voilà, donc du coup, j'ai un peu abandonné, mais c'est vrai que je pense que ça aurait été super utile, parce que voilà, ça c'est l'un des désavantages, c'est que je suis obli je les informations que j'ai du coup, je dépends de la France à chaque fois, pour les avoir et donc j'ai du temps, beaucoup de temps avant d'avoir la réponse parfois et je me sens un peu isolée par rapport à ça. Donc j'aurais bien aimé avoir une co-tutelle ou une codirection, mais j'ai pas eu. Donc du coup, j'ai eu juste mon directeur de thèse et donc j'ai des rendez-vous, de temps en temps et cetera. Peut-être que dans le jury de ta thèse, il pourrait y avoir un enseignant. Moi, j'ai fait dans mon comité de suivi. Dans mon comité de suivi, j'ai choisi une personne qui était mon collègue donc de l'université où je travaillais avant et qui est en spécialité linguistique, française, lui et donc du coup, c'est ça m'est utile de temps en temps quand vraiment j'ai juste envie d'avoir, quelqu'un en face à face, pas juste sur Zoom ou par email. Donc de temps en temps, vraiment, je lui dis: «Un café, s'il te plaît, pour parler?» parce qu'il fait partie du comité de suivi, donc ça marche. C'était moins compliqué à mettre en place pour le comité de suivi que pour la co-tutelle ou la codirection. Mmh. Et alors, j'ai une petite idée de la réponse parce que tu en as un peu parlé, mais quelle est la chose qui, te pèse le plus ou qui est le plus difficile à gérer dans le fait d'être à distance, de son école doctorale? Au-delà des couacs administratifs. Le plus difficile, c'est d'être isolé. Hem, moi, j'aurais tellement aimé, quand je vois les emails, en fait, de l'école doctorale et que je vois apéro recherche, jeudi, quand je vois, soutenance de thèse de telle personne, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais être là. Ça, c'est tellement difficile de voir les messages et de pas pouvoir y assister. Je pense que ça, c'est le truc qui est le plus difficile et j'ai eu un petit c'est horrible à dire, mais le covid, c'était une chance pour moi parce que pendant 1 an et demi, je crois, il y a eu tout en ligne. Donc j'en ai profité un peu cette année-là pour pouvoir faire tous les trucs, en ligne et c'était super. C'est bizarre, mais c'était l'avantage du covid pour moi, c'est que j'ai pu faire plein de choses. Mais dès la fin du covid, malheureusement, beaucoup de choses ne se faisaient plus, en ligne. Donc c'est vrai que j'aimerais bien, s'il vous plaît, pensez à nous des fois qui faisons notre doctorat à distance et proposer de mettre une petite caméra dans le coin de la salle pour que pour ceux qui sont à distance. Je sais que c'est le problème avec ça, c'est qu'il y a des étudiants qui sont sur place et qui, du coup, décident de rester chez eux, je crois et du coup, choisissent l'option en ligne plutôt qu'en personne et ils veulent garder des gens en présentiel et je comprends pourquoi ils le font comme ça. Mais, pour les gens qui sont vraiment à distance, ça serait tellement bien de pouvoir, assister à plus de choses. Donc en fait, moi, la vraie chose qui était stressante, c'était pour le portfolio. Moi, je sais que là, en tout cas, j'essaye de finir ma thèse, mais je stresse un peu d'avoir le nombre d'heures qu'il faut et quand on regarde les offres de formation et cetera, ça élimine quand même 80 des choses, on va dire, et il faut sauter sur l'opportunité quand il y en a une en ligne, direct, pour pouvoir, valider, 1 heure ou 2 heures, de formation, pour le portfolio.
On est aussi un peu privé des financements, un peu, dans le sens où, si on fait des conférences, ben, on va pas nous payer le voyage parce que nous, on est aux États-Unis et qu'un billet d'avion pour aller à la conférence de, je sais pas moi, Floride ou Chicago, c'est pas le même prix que si je fais un train, Paris-Bordeaux ou Marseille-Bordeaux. Donc c'est pas remboursé. Donc ça aussi, c'est un peu compliqué et puis oui, juste, faire, voilà, voir l'unité de recherche, aller dans le laboratoire, des choses comme ça. J'aimerais bien pouvoir y aller. Après, voilà, donc moi, je vais essayer de passer vers le un peu positif, c'est que j'ai trouvé des moyens et cetera. Donc, s'il y en a qui sont à distance comme moi, mon unité de recherche, ils ont mis en place, pour la linguistique en particulier, un rendez-vous, mensuel qui est, à la fois en présentiel et en ligne. Donc ça, c'est super. Donc une fois par mois, je peux les voir et en parler et ça, c'est le moment que j'ai trop hâte pour pouvoir écouter qu'est-ce qu'ils font, où ils en sont et moi, expliquer où j'en suis et poser des questions. Sinon, il y a la SAES pour les anglophones, je crois seulement, mais je suis pas sûre. La SAES, ça permet, c'est pour les doctorants, 1 fois par mois aussi, je crois, c'est le vendredi PhD, vendredi PhD. Donc c'est, pareil, ils ont une page Facebook et 1 fois par mois, le vendredi, on peut, voir d'autres doctorants partout en France qui se connectent pour parler un peu de comment se passe leur thèse et cetera. J'ai essayé un petit peu aussi à un moment donné, il y avait Discord, une application qui permet de parler avec des gens un peu de partout. Enfin voilà, en fait, il faut chercher, il faut trouver les petits trucs, et il y a certains petits groupes comme ça qui font des réunions mensuelles en ligne et donc ça aide beaucoup, on va dire et j'aimerais en trouver plus si possible, mais c'est vrai que ça aide beaucoup. Pour ce qui est des formations, donc il y a l'Urfist, qui permet de faire beaucoup de choses en ligne et sinon, ben, j'ai trouvé, parfois des trucs sur Mon Campus et après, ben, voilà, l'avantage de ce que je fais, aux États-Unis, c'est aussi juste, bah, de voir aussi, ce qu'ils font ici dans mon université et de comparer donc j'ai une expérience quand même professionnelle dans une université américaine et ça, je peux quand même marquer quelques trucs dans mon portfolio, c'est quand même chouette. J'ai un avantage dans le sens où j'ai une expérience différente peut-être et ça sera quelque chose qui sera peut-être un avantage aussi quand je chercherai un emploi, sur mon CV et cetera et donc voilà, donc il y a avantages, désavantages, des 2 côtés, Et est-ce que tu as quand même, tu m'as dit que côté linguistique, il n'y avait pas énormément de laboratoires de recherche ou de cercles de chercheurs aux États-Unis, mais est-ce que tu as quand même pu rencontrer des PhD students, si je me trompe pas, mais peut-être d'autres disciplines, histoire de quand même pouvoir partager ton expérience de tous les jours? non, je n'ai pas trouvé. Non, je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé, voilà, 2-3 professeurs qui avaient, fait des travaux sur de la linguistique, mais je n'ai pas trouvé d'étudiants, doctorants, sur place. Après je suis allée à donc 2 conférences où là c'était chouette, j'ai pu rencontrer quelques personnes, heu, mais c'est tout. Donc c'est pour ça, régulièrement, 1 fois tous les 2 mois, j'envoie un message, collectif aux doctorants de linguistique de Bordeaux-Montaigne en disant: «I Quelqu'un est disponible pour 1 heure de Zoom? Je sais que comme je peux pas prendre un café juste comme ça, vous pouvez bien vous être disponible pour parler un petit peu?» Voilà, c'est la méthode que je peux utiliser, c'est en faisant un petit appel comme ça. Non, mais c'est bien de le faire. Enfin, c'est essentiel, je pense, pour tenir sur le long terme, de pouvoir partager les bons moments comme les moments un peu plus difficiles. Donc, on vous conseille aussi de ne pas hésiter, c'est vrai, à utiliser le réseau interne de notre école doctorale. Et alors, est-ce que ton sujet de thèse demande à ce que tu fasses un travail de terrain? Oui, oui, oui. Moi, ma thèse, j'ai dû faire, du travail de terrain en France et aux États-Unis parce que j'ai fait une comparaison, une étude comparative et alors ça, ce qui est intéressant, c'est que, moi, j'ai dû faire comment on dit?
C'est une sorte de certification, on va dire. Je sais même pas si c'est une certification. Ça s'appelle le IRB. En fait, il y a un comité aux États-Unis qui, t'autorise à faire de la recherche de terrain, surtout quand c'est des études un peu, sociales. Il y avait le problème un peu éthique et cetera, est-ce que voilà, qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui est éthique? Donc j'ai dû, aller voir un comité qui s'appelle le IRB aux États-Unis et ce comité-là allait décider de si ma recherche en fait, elle est valide et je peux la faire. Donc moi, il fallait vraiment que j'explique exactement quels étaient mes objectifs de recherche, comment j'allais la faire, où, quelle heure, quelle date, quel tout exactement dans les détails, quels étaient les risques envisagés et j'ai dû littéralement mettre qu'un risque envisagé, c'était que, ce soit stressant pour les participants de rencontrer d'autres personnes. Enfin, pas plus que dans un contexte normal, hein, c'est juste mais voilà, il fallait vraiment que j'aille dans tous les détails de tout ce qui pouvait se passer, et donc pour l'enregistrement, comment je faisais pour respecter, les droits des individus. Honnêtement, c'était très, très beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Je pense il faut compter presque 1 an où c'est juste ça. C'est même pas moi, j'ai l'impression de pas avoir fait vraiment de la recherche pendant cette année-là. C'était que de l'organisation. Donc, l'organisation de validation du comité, ensuite, réserver des salles où on peut faire notre récolte, tous les papiers, à imprimer, l'achat des enregistrements audio, vérifier qu'ils fonctionnent ou l'emprunt des enregistrements audio si on en trouve. Ensuite, trouver les participants, donc ça, c'est la communication, les réseaux sociaux pour communiquer. Enfin, c'était beaucoup, beaucoup de choses et d'étapes, à faire et après rebelote en France, la même chose. Donc oui, donc c'est beaucoup de travail, mais je suis fière, en fait. Ça apporte beaucoup de fierté. J'ai l'impression, voilà, j'ai pas fait mon corpus, c'est pas juste, des livres, c'est un truc que j'ai construit et que j'ai pour toute la vie et je suis quand même fière de ce travail. Oui, et puis ça te permet aussi de rencontrer des personnes dans le cadre de ton doctorat, même si c'est pas des chercheurs, mais nos interlocuteurs, ils font partie aussi de l'expérience et ils la rendent, un peu plus sympathique en général. Je pense que l'équivalent français de ce programme, ça serait peut-être la RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Mais je pense qu'aux États-Unis, ils sont un peu plus avancés sur la question. Parce que moi, j'ai dû remplir quelque chose d'un peu similaire, les objectifs, mais c'était pas aussi détaillé, mais je pense que c'est ça. Et d'ailleurs pour faire donc tout ce qui est partie terrain en France, tu as dû le faire à distance? Non, 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 je suis revenue, donc pendant 1 mois, pendant l'été et voilà, j'avais 2 mois avant, j'avais, voilà, fait mes préparatifs, on va dire, à distance plutôt, donc trouver les salles, c'était pas facile, trouver, les participants, c'était pas facile, heu, tout n'était pas facile, mais j'ai tout trouvé et puis aussi trouver des assistants. Mine de rien, moi, j'ai eu besoin quand même, c'était trop compliqué de tout organiser, toute seule, donc j'avais besoin d'assistants, donc j'ai demandé aussi de l'aide, auprès de ma famille, amis, d'autres doctorants, s'ils pouvaient, se libérer j'avais 3 dates que j'avais choisies pendant le mois où j'étais en France. C'était les dates de mes événements et il fallait que je trouve, voilà, quelqu'un, au moins 2 personnes par, événement qui voulaient bien m'assister et voilà et puis même, voilà, jusqu'au dernier moment, vraiment, j'étais pas sûre que ça allait marcher, hein. Jusqu'au dernier, dernier moment. Je savais pas si les participants allaient venir, parce qu'il y en a qui annulent au dernier moment. Je savais pas si j'allais avoir assez de participants. J'ai même eu, au dernier moment, un endroit qui m'a dit: «Ah non, en fait, vous pouvez pas utiliser votre salle». J'avais 20 personnes qui allaient venir dans 2 minutes et je n'avais pas de salle et j'ai dû un petit peu dire, «Non, mais il faut que vous me trouviez une salle de remplacement parce que moi, j'ai des gens qui arrivent bientôt». Alors ça s'est arrangé, on va dire, mais c'était, voilà, jusqu'au dernier moment et puis à la fin, quand j'ai fini tous mes événements, j'ai fait le compte et j'ai fait: «C'est bon, j'ai ce qu'il faut». Ah! C'est bon, c'est fait. Donc oui, c'était vraiment pas facile, mais voilà, c'est fait, j'ai réussi et oui, j'ai dû faire aux États-Unis et en France. Ah, c'est super, ça va être une belle valeur ajoutée
à la thèse, mais c'est vrai que ça demande une énorme logistique et on le voit une nouvelle fois que quand tu pars en France, et qu'après tu reviens, le doctorat, c'est quand même, ça demande de prendre de son temps, de sa vie personnelle aussi. Les 2, les la frontière devient de plus en plus fine et ça demande, oui, de parfois faire des concessions, sur, j'imagine quand tu rentres en France, tu as aussi des personnes à voir, de ta famille et il faut aussi penser au travail de thèse, il faut aussi trouver des créneaux pour ça et c'est quand même, une expérience de vie, pas uniquement professionnelle. Oui, c'était bizarre parce que justement les 2 premières semaines où je suis arrivée, j'étais juste concentrée sur mes événements pour qu'ils fonctionnent. Donc en fait, j'ai vraiment vu, peut-être, mes parents vite fait, une fois et c'est tout. Après pendant 2 semaines, j'étais en France, mais pas en France. Pas disponible. J'ai dit à tout le monde: «Après les événements, j'ai encore une semaine en France, on pourra se voir dans cette semaine-là». Mais c'est vrai que sinon j'étais trop stressée, j'étais incapable de voir qui que ce soit pendant les 2 semaines avant et j'étais trop concentrée, sur Mmh, ça. j'imagine et est-ce que quand tu reviens en France pour, mener un projet de recherche, tu penses que tu aurais le droit à prétendre à des financements de mobilité? Même si c'est dans le sens inverse, finalement, c'est pour revenir dans ton pays, d'origine, mais Non, non, j'ai demandé, pas de financement. La seule chose où je pouvais peut-être demander des financements, mais apparemment j'ai demandé trop tard, c'était c'était les enregistreurs audio parce que ça m'a quand même coûté des sous et les transcriptions, parce que j'ai dû faire les transcriptions après ça et les transcriptions, il faut souvent un logiciel, un bon logiciel, surtout si on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de transcription, les faire juste manuellement, tout seul, ce serait impossible. Donc il faut quand même, un logiciel et ça coûte des sous aussi. Donc il y en a quelques-uns de gratuits, hein, mais moi j'ai voulu privilégier celui qui vraiment était le plus intuitif, qui marchait le mieux pour perdre le moins de temps possible quand même. Et voilà et ça peut être remboursé. Donc mais sinon, voilà, tous mes voyages, malheureusement, on peut pas justifier parce que oui, pour eux, voilà, j'ai fait mon choix et c'était même avant d'aller faire mon doctorat, d'habiter aux États-Unis et voilà, c'est ça peut pas être justifié. Si j'avais décidé de faire mon doctorat aux États-Unis et d'avoir une bourse pour le faire aux États-Unis, ça aurait été différent. mmh. Ouais, ben ça c'est pareil, c'est peut-être quelque chose, dans un sens comme dans un autre, à laquelle il faut réfléchir on peut réfléchir, avant de commencer le doctorat et par curiosité, je pense que ça va servir à des doctorants. Est-ce que tu aurais quelques noms de ces logiciels à la fois gratuits, payants, de retranscription d'entretien? Parce que ça c'est pareil, je pense qu'on pourrait en faire une formation à l'école doctorale, ça manque. C'est vrai et beh, justement, on en parlait, mercredi et avec le groupe donc de doctorants en linguistique qui se regroupent une fois par mois là et justement, ils ont posé la même question et donc j ils m'ont demandé la prochaine fois de leur présenter, les quelques logiciels de transcription parce que voilà, c'était une question que tout le monde se demandait. Donc par exemple, le moyen le plus, gratuit, possible, c'est Word. Word, a une option où on peut faire, mettre un enregistrement et que ça transcrit automatiquement. Moi, j'ai pas choisi Word. Pourquoi? Parce que, c'est pas un monologue où il y a une seule personne qui parle sur l'enregistrement. Moi, c'est des dialogues entre des personnes dans une salle où il y a plein d'autres personnes. Donc, c'est pas assez efficace pour ça, Word, parce qu'il va y avoir juste un entremêlement de toutes les paroles dans la salle presque. Donc, c'est vraiment pas bon du tout. Ensuite, il y a, moi, celui que j'utilise donc, qui est payant, que j'aime beaucoup, c'est Sonix. Sonix, Sonix et celui-là, donc moi, je l'aime beaucoup parce il est très intuitif, en fait. C'est en ligne et donc on met le fichier audio et après, ça arrive à 80 à faire des bonnes transcriptions et à, même, sauter, un paragraphe quand ça change. Ils reconnaissent un nouveau son de voix. En plus de ça, il y a les minutages automatiques et on peut, en fait, quand on fait la transcription, ça c'est synchronisé avec la voix, on va dire, donc on peut par exemple, moi, je repasse après et je corrige ce qu'il faut corriger ou voilà et beh, c'est en même temps, on va dire, j'écoute et hop, je fais pause pour écrire si j'ai besoin et hop, ça repart. Donc c'est pour ça que c'est très pratique, Sonix. Ensuite,
Mercredi, apparemment, on m'a expliqué que maintenant, il y a aussi, avec, l'intelligence artificielle, il y a, une nouvelle application qu'on peut télécharger sur le Mac qui s'appelle, Mac Whisper, apparemment. Donc, à voir, mais apparemment, un des professeurs a dit qu'il l'avait utilisé et que ça marchait plutôt bien. Donc, ça peut être intéressant parce qu'apparemment, c'est une application gratuite vraiment de Mac. Pourquoi pas? Mais oui, il y en a beaucoup. Je sais que j'en avais utilisé d'autres et j'avais comparé avec, les essais gratuits. C'est une bonne technique, juste essayer, voilà, tous les trucs avec un essai gratuit de 14 jours et puis après vous comparez ce qui est le mieux pour vous et ça, c'est ce qu'il faut faire, quoi. J'ai fait plein de choses comme ça, hein. Là, maintenant, je suis à mon stade d'analyse des données, c'est pareil. Je compare les logiciels d'analyse des données, en fonction de leur, fonctionnalité. Est-ce que c'est intuitif et cetera et après, quand j'ai fait les essais gratuits de tous les trucs, je fais mon choix. Mais ça peut aider si on a déjà des pistes, de d'autres personnes, qui ont essayé avant. Moi, j'ai l'impression que je suis toujours, celle qui découvre, petit à petit, mais je pense que ça peut aider s'il y en a qui connaissent déjà les logiciels et qui vous disent: «Ah non, mais c'est celui-là le meilleur», Mmh mh. ça peut aider. Non, mais c'est vrai que pour ces choses-là, souvent, on est en autodidacte. Alors que même tous les outils pour, optimiser sa bibliographie, bon, parfois on a quelques formations en master, mais pas aussi poussées qu'on aurait besoin pour le doctorat et c'est bien encore une fois de mettre en commun, ces choses-là et les doctorants finalement je pense sont parfois les mieux placés pour faire les formations. Parce qu'on c'est en tâtonnant avec le logiciel qu'on arrive à découvrir des choses et donc c'est super. Vraiment, je pense que tu vas aider plus d'une personne parce que on a plus ou moins dans beaucoup de thèses, au moins quelques entretiens, avec nos interlocuteurs et c'est vrai que les retranscrire, c'est quand même, assez, chronophage, et ça prend du temps qu'on pourrait, mettre à profit, Un autre conseil aussi, c'est en tout cas, il me semble que ce soit à l'université de Bordeaux-Montaigne ou à l'université je travaille aux États-Unis, il y a souvent un département ou un endroit dans l'université où ils sont spécialisés dans ça, on va dire, dans la collecte de données ou l'analyse de données. Moi, donc, je suis allée à mon université américaine et il y avait un data analyst, donc, qui, c'est son job. Il aide toutes les personnes qui doivent, faire du traitement de données à, trouver le meilleur logiciel pour eux et souvent, en plus de ça, ils ont des licences, pour leurs étudiants. Comme ça, on n'a pas besoin de payer le prix complet. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai fait totalement. J'ai pris mon rendez-vous et j'ai dit: «Moi, j'aimerais bien avoir des réponses à ces questions, ces questions et ces questions à partir de mon corpus textuel, de transcription. Comment je pourrais faire?» parce que le seul truc que je connais, c'est Excel et je le connais pas très bien. Donc, est-ce qu'il y a des choses mieux? Parce que je vois pas comment je vais miraculeusement réussir à répondre à toutes ces questions. Et donc il m'a montré plusieurs logiciels et je les ai essayés et après, il m'a dit: «Voilà une licence pour toi, gratuit, c'est à toi». Donc oui, je pense qu'il faut trouver les services appropriés dans l'université. Il y en a souvent, demander de l'aide. oui, tu as raison, demander de l'aide et profiter des ressources qu'on a à disposition en étant inscrit en doctorat quand même, on a accès à quelques avantages et donc autant les utiliser. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais aborder concernant cette distance école doctorale, lieu de résidence que tu voulais partager peut-être à des doctorants qui se posent la question: «Est-ce que je déménage? Est-ce que je déménage pas?» à l'autre bout, du monde? Ben, je voulais juste, dire que ça vaut quand même le coup de vivre à l'étranger, parce que c'est quand même une expérience, géniale et puis moi, personnellement, ça m'a vraiment apporté mon sujet et puis, mon étude, aura ce gros avantage d'avoir vraiment des échantillons de personnes sur le terrain, comparé aux autres personnes, sur l'autre terrain. On a cet avantage-là donc vraiment, c'est à faire. Surtout si on est dans les langues ou la culture ou la sociologie ou l'anthropologie, dans ces domaines-là, c'est vraiment ça vaut le coup et puis aussi pour apprendre les méthodes de fonctionnement d'une autre université, ça vaut énormément le coup parce que, ça peut peut-être nous donner des idées pour notre future méthode d'enseignement, comment on veut enseigner parce que ça voilà, c'est toujours super pour ça
Et les seules choses que je conseille, voilà, c'est en effet, si vous trouvez un moyen de choisir une université où vous travaillez qui a un gros réseau recherche, où, votre discipline, est assez, enseignée, on va dire, là-bas, donc vous pourrez trouver d'autres contacts, c'est mieux. Et si vous trouvez une co-tutelle ou une codirection, c'est mieux aussi. C'est le seule chose, on va dire, que si je devais faire différemment, je ferais différemment. Mais sinon, tout le reste, c'est possible, on peut le faire. Est-ce que tu peux aussi me répondre que tu ne sais pas, mais est-ce que tu te projettes, d'un point de vue professionnel plus dans un pays que l'autre? Ou est-ce que ça les 2 t'iraient? Mmh. Heu, je suis plutôt partagée par, ma voix de la raison et la voix du cœur, honnêtement. La voix de la raison, ce serait de rester aux États-Unis parce que, il y a quand même de gros avantages, financiers à travailler plutôt aux États-Unis et puis même pour la réputation, c'est plutôt chouette, d'avoir un emploi dans une belle université américaine. Mais, la voix du cœur fait que quand même je vais revenir. Parce que moi, ça fait 4 ans et je pense que d'ici à ce que je finisse la thèse, que je cherche un emploi, avec ce nouveau diplôme et cetera, je pense que j'aurais fait 6 ans aux États-Unis. Moi, personnellement, ça me manque beaucoup, hein, mon pays, juste voilà, le côté cœur, on va dire, la famille, les amis, la nourriture, la vie à la française où on peut, prendre les transports en commun, marcher un peu partout, prendre un café en terrasse. Ces petites choses-là, qui sont vraiment pas du tout la voix de la raison, mais vraiment la voix du cœur, font que je vais revenir en France et je vais chercher un emploi, en France. Et puis, ça m'intéressera en effet d'importer un petit peu de ce que j'ai appris, dans les universités américaines en France. En particulier, j'aimerais beaucoup, beaucoup, aider, si possible, dans une université française à faire plus de liens avec les universités américaines, à faire plus d'échanges, à, mieux communiquer quelles sont les opportunités à l'étranger. Parce que je pense qu'il y a pas beaucoup d'étudiants qui connaissent toutes les opportunités, y compris être un adjunct, un instructor, à l'étranger. Enfin, ces postes-là, on n'en parle pas forcément. Et souvent, moi, j'ai eu mon visa par mariage, mais on peut obtenir un visa de travail avec un poste comme ça dans certaines universités et c'est quand même vraiment chouette parce qu'on a 15 heures de travail bien payées quand même et on a quand même, le reste du temps pour se concentrer sur sa thèse ou peu importe quel autre projet on fait. Donc moi, j'aimerais beaucoup mettre ça en place. Mais oui, je compte revenir en France et j'aimerais trouver un travail dans une université ou une école, supérieure quand je reviens. Ça, c'est le projet. C'est un très beau projet et je ne doute pas que ce profil, international sera apprécié des recruteurs et surtout des étudiants. Tu pourras leur raconter plein de choses, qui se passent là-bas et qui vont enrichir leur formation. Alors pour terminer, je te pose la question du podcast, qui est: est-ce que tu aurais eu ou est-ce que tu as, dans au futur, parce que ton doctorat n'est pas terminé, un rêve de doctorante? Autrement dit, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais absolument faire pendant ton doctorat et que tu as réussi à faire ou des choses encore que tu aimerais, absolument, cocher sur ta liste et qui sont des petits rêves de doctorante? Oui, alors, déjà, moi, j'ai l'impression que j'ai déjà vécu plein de fois des rêves. Enfin, depuis la licence où justement, j'étais une fan de mes professeurs, je les adulais complètement, j'étais, hypnotisée par, tout ce qu'ils savaient et cetera, à maintenant, c'est déjà un rêve de pouvoir, d'avoir pu, enseigner dans une université et d'avoir pu aussi faire quelques conférences. Moi, personnellement, quand j'ai fait ma première conférence, j'étais mais tellement, il y a mon nom sur l'affiche, c'est mon domaine de recherche que moi je connais et il y a des gens qui vont m'écouter. J'étais tellement fière que j'ai invité mes parents et mon mari à venir me regarder en tant qu'invités spéciaux. Donc moi, c'était un rêve et je suis trop contente. Ensuite, moi personnellement, je me pose beaucoup la question et puis, avec mon mari aussi, on se pose beaucoup la question de: «Qu'est-ce qu'on laisse une fois qu'on n'est plus sur cette terre?» Certaines personnes disent que c'est leurs enfants, leur progéniture et cetera.
moi, c'est ça mon bébé. C'est cette thèse que je suis en train de faire qui va être là pour toujours, qui va être, et les publications que je vais faire et peut-être, qui sait, des livres que je vais faire, qui seront peut-être même cités par d'autres personnes. C'est un peu ça. Moi, je pense que c'est, le rêve ultime, quoi. C'est, juste de savoir que tu vis même après ta mort un peu. C'est quand même un quelque chose qui est assez im voilà. Je suis vraiment très c'est ça mon rêve, voilà. C'est le rêve, c'était de juste être dans une université et d'être, voilà, dans ce milieu qui me faisait tant rêver, et après le deuxième rêve, c'est juste carrément d'être toujours là, même après qu'on soit plus là. C'est quand même dingue. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons thèse, un podcast réalisé par Caroline et produit par Avispa. J'espère que vous avez passé un agréable moment et à très vite pour un prochain épisode.